Intérieur. Merci encore. Merci. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Hourault, bonjour. Bonjour. François Burga, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Et c'est donc l'heure de votre édition de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui à la situation politique en Italie. Hugues Lepage, journaliste, spécialiste de la question, membre également de la revue politique, est avec nous pour nous en parler. Hugues Lepage, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, les Italiens ont voté il y a quelques semaines déjà. Nous en parlions d'ailleurs avec vous lors de notre édition de la rédaction. Mais aujourd'hui, les coalitions commencent à se former. Le mouvement des 5 étoiles et la Ligue se sont entendus pour gouverner ensemble. Que pensez-vous justement de cette alliance qui fait en tout cas peur depuis Bruxelles ? Alors, il faut dire, comme vous l'avez dit, que après les élections du 4 mars, cette alliance est dans la logique des résultats du scrutin. Le mouvement des 5 étoiles avait été le premier parti avec près de 32% des voix, et la Lega, à l'intérieur de la coalition avec Berlusconi et la droite nationale ou extrême droite, avait recueilli 17%. C'était donc les deux forces qui effectivement émergeaient de ce scrutin. Si vous m'aviez posé la question il y a un an, je vous aurais dit que c'était probablement inimaginable que ces deux formations puissent gouverner. Ce sont deux partis qui ont certes quelques points communs, mais qui sont quand même extrêmement différents. La Lega, ancienne Ligue du Nord, s'est recentrée sur, je dirais, une idéologie très carrément et très explicitement raccordée extrême droite. Matteo Salvini, le dirigeant de la Lega, est un ami de Marine Le Pen, avec qui il se produit très souvent dans des meetings ou des manifestations politiques. Il appartient au groupe d'extrême droite au Parlement européen. Il a changé un peu l'orientation du parti, qui était dans le temps un parti qui voulait défendre l'indépendance de la Padanie, du nord-est de l'Italie, pour se recentrer et pratiquement exclusivement sur la question migratoire, dans des termes qui sont des termes non seulement anti-immigrés, mais carrément racistes. Les 5 Stelle et les 5 étoiles, c'est un mouvement assez différent. C'est aussi un mouvement populiste, mais plus difficilement cernable. On y retrouve des gens qui n'ont jamais fait de politique, des gens qui ont appartenu à la gauche, qui votaient à droite, au centre. Donc il y a là un mélange assez étonnant, dont le point commun, le point de ralliement, est l'antisystème, un peu le ras-le-bol par rapport aux politiques qui ont été menées par les différents gouvernements de centre, de gauche, centre-droit, centre-gauche, depuis une trentaine d'années en Italie. Alors, comment ont-ils fait ? Disons que le programme, ce qu'ils ont appelé le contrat de gouvernement, est un contrat qui est plus une addition de revendications qu'une synthèse des deux programmes, des deux formations politiques. La Lega a insisté et a obtenu de prendre des mesures dans le contrat de gouvernement qui sont des mesures anti-immigrés, avec il est question de rapatriement massif, totalement d'ailleurs impraticable. Pendant la campagne électorale, Salvini parlait d'expulser 500 000 migrants d'Italie. C'est évidemment, d'ailleurs, sur le plan matériel, totalement impossible en dehors des autres considérations politiques ou morales. Mais il a obtenu ce point-là comme point essentiel du contrat de son point de vue. Par ailleurs, la Ligue, qui insistait beaucoup sur ce qu'ils appellent le revenu de citoyenneté, qui n'est pas tout à fait le revenu de base universel dont on parle chez nous, puisque là, il s'agit plutôt d'un revenu minimum qui serait accordé aux chômeurs ou aux précaires. 780 euros, à condition qu'ils soient à la recherche d'un emploi. C'est donc plutôt une mesure de ce type-là. Et par ailleurs, il y a des mesures qui sont des mesures plutôt, je dirais, qui appartiennent plutôt à l'arsenal progressiste, une gestion publique de l'eau, des mesures en faveur de l'écologie, alors, point commun des deux formations, s'ils sont mis d'accord sur une relance économique par la demande interne, donc ce qui signifie des investissements, et donc une volonté très clairement affirmée des deux formations de ne pas respecter les normes européennes, notamment la limite de 3% du déficit budgétaire. Et, alors, pour terminer sur ce programme, un point commun aussi, qui est assez contradictoire avec les autres points que défend les 5 Stelle, mais qui va dans la logique absolue de la Lega, c'est une politique fiscale extrêmement, quasi ultralibérale, avec ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire la suppression de la progressivité de l'impôt, et en limitant désormais l'imposition à des taux de 15 et 20% pour les particuliers et 20% pour les entreprises, ce qui fera un
terrible manque à gagner pour les finances publiques et donc très probablement des mesures dites d'économie dans les services publics pour les mois à venir, si le programme est appliqué, bien sûr. Alors on comprend, les deux partis ne sont pas d'accord sur tout, vous venez de l'expliquer, une alliance qui n'était d'ailleurs pas si évidente à la base. En tout cas, le président italien Sergio Mattarella doit se prononcer sur le choix du Premier ministre. Un certain Giuseppe Conte, ce serait peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'Italie républicaine que le président du Conseil, c'est un peu un inconnu qui n'a pas beaucoup d'expérience en politique ou en administration publique. Oui, il y a déjà eu des premiers ministres techniques, comme on les appelait, comme Mario Monti par exemple, qui n'avait pas de réelle expérience politique, mais qui avait déjà été ministre et qui était connu dans le sérail politique. Ici, on est dans un cas de figure totalement différent. Giuseppe Conte est totalement inconnu, vous avez dit incertain. Oui. Eh bien, effectivement, c'est un certain Giuseppe Conte qui n'était absolument inconnu avant que les deux leaders Luigi Di Maio et Matteo Salvini se mettent d'accord sur pour proposer cette candidature. Pourquoi l'ont-ils fait ? C'est un peu par défaut. Les deux hommes voulaient tous les deux occuper le poste de président du Conseil. Théoriquement, premier parti, ça devait revenir à Di Maio, mais première coalition, ça pouvait être Salvini, mais là, il y a une rivalité politique entre les deux hommes. Aucun ne veut laisser à l'autre la première place dans ce premier gouvernement de ce type tout à fait inédit. Donc, ils ont cherché, pour essayer de satisfaire aux exigences aussi du président de la République, qui veut des hommes garants d'un certain respect de la politique européenne, qui veulent aussi amadouer l'Europe, tenter de réfréner cette peur qui se manifeste en Europe en prenant quelqu'un qui n'est pas trop marqué aussi sur le plan politique, mais qui sera aussi, s'il est désigné, parce que ça semble traîner maintenant un peu. On met en cause le curriculum vitae de Giuseppe Conte, qui est un homme bardé de diplômes, mais dont il apparaît que certains des diplômes ne seraient pas tout à fait ceux qu'il affirme être dans son CV. Donc il y a là déjà quelque chose qui entache un peu cette proposition. On ne sait pas si ce sera maintenu ou si on devra refaire un tour de table pour trouver un autre candidat Premier ministre. Mais c'est en tout cas la volonté de Sergio Mattarella, le président de la République, d'avoir un Premier ministre qui, pour lui, pourrait être une sorte de garant pour lui et pour l'Europe. Cela dit, tout le monde pense que ce Premier ministre, s'il s'agit bien de Giuseppe Conte, sera extrêmement faible et que les deux véritables détenteurs du pouvoir, ils le disent d'ailleurs, seront les deux dirigeants des deux partis de la coalition. Mais à propos de cette question, on aurait pu penser que des figures comme Luigi Di Maio auraient pu devenir Premier ministre. Alors pourquoi les deux alliés ont choisi Conte ? Peut-être l'homme qui ne servait pas à grand-chose en fait, et les deux partis tirent les ficelles ? Oui, Di Maio rêvait de cette fonction de Premier ministre. Dès le lendemain des élections du 4 mars, il avait posé sa candidature. Il a d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, et je pense même qu'aujourd'hui encore, il se dit peut-être que si la candidature de Giuseppe Conte est repoussée, il pourrait revenir à l'assaut et reproposer sa candidature. Il faudra voir ce que fera Salvini, mais je vous le disais, il y a là une rivalité à la fois personnelle et politique qui fait qu'aucun des deux pôles de cette coalition tout à fait inédite, qui était totalement improbable il y a quelques mois, ces deux hommes ne veulent pas laisser la place à l'un ou à l'autre de peur qu'il imprime sa marque à ce gouvernement, qui de toute façon sera un gouvernement qui aura des difficultés, parce que le programme n'est pas d'une application évidente, parce qu'ils n'ont pas non plus un personnel politique suffisamment formé, avec des compétences, et donc il y aura aussi d'énormes difficultés à trouver des noms de ministres qui est disons, la capacité et un minimum d'expérience de la chose publique. Tout ça sera extrêmement délicat, mais je pense que la question peut rester encore ouverte pendant 2 ou 3 jours, dans la mesure où on remettrait en cause cette candidature Conte et que... C'est pas encore fait alors. Et on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Alors le M5 est un mouvement populiste, la Ligue un mouvement d'extrême droite. Alors est-ce qu'on peut s'attendre, et beaucoup s'attendent, à un tour de vis sécuritaire anti-immigré, anti-islam ? Oui, tout à fait. Ça a été quasi, je dirais, le thème exclusif de la campagne électorale de la Lega de Salvini. Il y a eu dans une petite ville du centre de l'Italie, à 15 jours avant les élections,
un attentat, un homme a tiré sur des migrants en pleine rue. Cet homme était un ancien conseiller, candidat aux élections municipales sous la liste de la Lega. Il était en même temps, c'est avéré et il le déclarait lui-même, proche de groupements néo-nazis. Et quand cet attentat a eu lieu, où je dirais que l'ensemble de la classe politique l'a condamné, à l'exception de M. Salvini, qui a expliqué qu'il y avait peut-être des raisons pour lesquelles des gens prenaient ce type d'attitude, même si il ne l'approuvaient pas, mais il y avait quand même une attitude quand même extrêmement complaisante à l'égard de ça. Vous savez, toutes les mesures que propose Salvini sont véritablement, je disais anti-immigrés, mais aussi racistes et visent l'islam, c'est très clair. Sur le plan social, les deux partis ont une politique familiale assez développée. Il y a notamment le souhait de créer de nouvelles crèches dont seraient exclus les enfants de migrants. On est vraiment dans un régime d'apartheid. Le Salvini veut imposer un contrôle absolu sur les mosquées en Italie, forcer les imams à ne parler que italien, avoir un contrôle extrêmement strict, alors qu'il n'y a pas de représentation de la religion musulmane en Italie qui puisse être un interlocuteur valable sur toutes ces questions-là. Donc c'est très clairement, il joue très clairement cette carte anti-immigré, anti-islam. C'est le corps même de la politique. Alors, les Cinque Stelle ne sont pas aussi, je dirais, ne sont pas sur cette ligne-là, mais ils ont quand même eu aussi des complaisances à l'égard de cette politique anti-immigrée. Pendant la campagne électorale, Di Maio a dit, lui aussi, qu'il fallait mettre dehors 500 000 migrants. C'était une espèce d'escalade dans la campagne électorale. Ça n'est pas, entre guillemets, leur core business, ce n'est pas là-dessus qu'ils font campagne, mais ils ont quand même des attitudes extrêmement, pour le moins douteuses, et des complaisances à l'égard du programme de la Lega. Là-dessus, il y a d'ailleurs, bon, ils l'ont accepté. Donc, si ce gouvernement se met en place, et que probablement Salvini obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire le poste de ministre de l'Intérieur pour appliquer sa politique, ce gouvernement devra approuver cette politique. Et là, on sera dans une situation extrêmement grave. Ce serait la première fois dans un pays de l'Europe occidentale, chez un des fondateurs de l'Union européenne, qu'une telle politique soit appliquée. Cette politique existe déjà, ou des traces de cette politique existent dans les pays, je dirais, de l'Europe centrale ou les anciens pays communistes, mais ça dans les pays de l'Europe occidentale, ça ne s'était jamais produit. Donc on serait là devant une situation inédite, dramatique, et dont on ne peut pas mesurer encore aujourd'hui toutes les conséquences. Alors, vous l'avez évoqué, après la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, c'est au tour donc de l'Italie de s'apprêter à expérimenter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Est-ce que l'Italie pourrait quitter le bloc européen, comme l'a fait le Royaume-Uni, un scénario déjà imaginé par certains ? Non, je ne crois pas. Alors, c'est vrai que dans le programme initial, les deux partis, il y avait la sortie de l'euro, avec éventuellement un référendum sur cette question. A priori, je ne pense pas que ce soit un scénario imaginable, même s'il y a aujourd'hui une très grande réticence et une très grande amertume et frustration à l'égard de l'Europe pour des raisons qu'on peut comprendre. Parce que c'est vrai, je disais, tout le mal qu'on peut penser de cette politique migratoire de cette extrême droite, mais ce qui est vrai, c'est que l'Europe n'a rien fait pour aider l'Italie, qui est en première ligne pour l'accueil des migrants, et en raison de la réglementation de Dublin, ces migrants ne peuvent pas sortir d'Italie, ne peuvent pas aller ailleurs que dans le premier pays où ils font une demande d'accueil ou une demande de réfugiés, de statut de réfugié. Donc c'est vrai qu'il y a un ressentiment très fort dans la population italienne, ce qui a expliqué le succès de ces deux formations sur l'attitude européenne. Et quand je dis l'Europe, ça n'est pas que l'Europe à Bruxelles, ce sont les gouvernements européens qui partagent la même responsabilité. On a bien vu que quand il s'est agi, alors qu'une décision avait été prise de répartir un certain nombre de migrants dans les pays, de mutualiser la question migratoire, un grand nombre de pays ont refusé d'appliquer, et même la France. Macron, qui, pendant sa campagne électorale, citait Angela Merkel comme un exemple d'accueil des migrés, l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants durant cette crise-là. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines de milliers de migrants en France, avec une législation de plus en plus restrictive et de plus en plus sévère. Donc cette question du départ éventuel de l'Italie de l'Europe, je pense, ne se pose pas, même si le sentiment européen
est extrêmement développée, pas seulement sur la question migratoire. Je pense que il y a aussi un extraordinaire un ressentiment, une déception, une frustration à l'égard de l'Europe en raison de la politique, je dirais, d'austérité qui est menée depuis 30 ans en Europe par les différents gouvernements et souvent accentuée par la Commission. Hugues Lepage, si vous voulez bien, quelques mots à présent de la gauche italienne. Un mot de cette image de la gauche en déliquescence, comme d'ailleurs dans plusieurs autres pays européens, France en tête. Oui, j'ai mené une assez longue enquête pour la revue politique avant les élections, pendant l'automne dernier. J'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes en Italie, notamment tous les acteurs qui avaient été ou qui étaient encore, disons, des parties prenantes de cette gauche. Elle est dans un état catastrophique. Ce qui est caractéristique, à propos, toujours, pour revenir un instant sur les mais c'est lié aux deux partis qui veulent gouverner, ce qui est quand même absolument incroyable et qui est assez stupéfiant, c'est que c'est un parti d'extrême droite et un parti populiste comme les Cinque Stelle qui ont repris le flambeau de la politique, je dirais, anti-austérité, qui est normalement, je dirais, fait partie de l'ADN de la gauche. Cette gauche, en Italie, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble de l'Europe, a abandonné cette politique-là, a accepté cette politique d'austérité et parfois la même conduite dans les pays, y compris chez nous. Ça a été le cas, y compris chez nous, quand le Parti socialiste participait au gouvernement. Donc il y a là un échec patent de cette politique d'austérité. C'est en cela que là, les deux partis... Cinque Stelle et Lega peuvent obtenir ont un consensus populaire sur lutter pour une politique d'investissement, refuser les règles strictes du déficit budgétaire limité et relancer l'économie par une demande interne. La plupart, enfin beaucoup d'économistes aujourd'hui qui ne sont d'ailleurs pas spécialement de gauche pensent que c'est une solution par laquelle on devra passer. Mais la gauche n'a pas assumé ces positions politiques. En Italie, la crise est particulièrement sévère. Surtout quand on pense que l'Italie a connu, dans les années 70-80 encore, une gauche qui était hégémonique, avec un parti communiste d'une nature très particulière, qui obtenait plus de 30% des suffrages. Il y a eu une délicatesse, je dirais, qui s'est développée tout au cours des 3 ou 4 décennies qui ont suivi. Et aujourd'hui, le Parti démocrate, qui n'est même un parti de centre, plus qu'un parti de gauche qui était mené par Matteo Renzi, a enregistré une très sévère défaite. Et il n'y a pas d'alternative. Les petites formations de gauche qui voulaient essayer de redonner une identité de gauche à cette gauche n'ont pas eu un résultat plus favorable. Il y a eu une sorte d'abandon. Je pense que la gauche a oublié quelle était sa vraie nature. Elle a oublié que la politique se faisait sur le territoire, avec les citoyens, en accompagnant leurs revendications, leurs luttes, leurs problèmes, et que on a fait une politique qui était copiée, je dirais, on s'alignait sur la politique des pays, disons, des partis centristes de gouvernement européen. Alors peut-être avant de nous quitter, le mot de la fin, un mot sur, d'une manière plus générale, ce renforcement du bloc eurosceptique en Europe avec ce qui se passe en Italie aujourd'hui. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, ce bloc eurosceptique, et d'ailleurs, pratiquement, si on additionne au Parlement européen les groupes qui sont eurosceptiques, on a quasi une majorité d'eurosceptiques. Les élections européennes sont dans moins d'un an. Il est évident qu'on peut avoir là encore de succès, on peut prévoir le succès de listes eurosceptiques anti-européennes. Là, l'Europe n'a plus que quelques mois pour essayer de faire la démonstration qu'elle peut mettre en place une autre politique, qu'elle renonce à cette obstination incroyable, je dirais, dont l'échec a été démontré par tout le monde, de ces politiques d'austérité. S'il n'y a pas de la part de l'Europe sur la question migratoire une solidarité, une mutualité, et sur la question économique, je dirais une ouverture sur une politique de la relance et un renoncement à cette austérité qui a été catastrophique pour l'Europe, c'est clair que les élections européennes vont amener encore un succès plus net, plus fort des listes eurosceptiques. Ça me semble tout à fait évident, et on ne comprend pas bien comment aujourd'hui les gouvernements européens ne se saisissent pas de cette question et n'aient pas un minimum de lucidité pour revenir sur cette politique. Voilà, c'était donc la conclusion d'Hugues Lepage, journaliste spécialiste de la question, membre également de la revue politique. Merci en tout cas pour vos analyses et votre éclairage, Hugues Lepage. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Excellente journée à tous. Vous écoutez Arabelle FM.
cherchez de la viande halal de meilleure qualité, Abanik